à toutes et tous, on se retrouve pour le JT du Salon, tour d'horizon de l'actualité de ce premier jour. Au sommaire de cette édition, l'expo La tête dans les images à découvrir à Montreuil, 12 illustratrices et illustrateurs, 44 images associées. On va découvrir le travail de l'une de ces artistes. Comment se prépare le salon dans un collège? Nous irons à la rencontre d'un principal, le principal du collège à Villepinte. Et notre rubrique, les cris des ados. On a demandé aux enfants et ados s'ils lisent souvent et s'ils pouvaient nous donner un petit conseil de lecture. Des invités pour ce premier rendez-vous, la présidente du Centre national du livre, Régine Chando. Merci d'être avec nous. Merci. Et félicitations, vous venez d'arriver il y a 10 jours au centre. Merci beaucoup d'être avec nous. L'auteur et journaliste Vincent Brunner. Bonjour, merci. Topo. Merci pour l'invitation. Si on ne connaît pas, superbe topo, vous allez voir, des BD pour raconter l'actualité. Et les lauréates du concours Goïne en Seine-Saint-Denis. Merci d'être là et bravo les lauréates. Merci, bonjour. Alors, notre premier invité, c'est l'auteur-journaliste Vincent Brunner. Vincent, on va donc parler de cette revue, la revue Topo. Topo, c'est l'actu dessinée. Exactement. En fait, c'est comme la revue dessinée, mais pour les moins de 20 ans. Alors, sachant quand même que les plus de 20 ans peuvent lire la revue, je pense, avec beaucoup de... Enfin, c'est gratifiant. Moi, j'adore cette revue. J'étais déjà un lecteur avant d'y collaborer. Et c'est vrai que c'est l'idée de Topo, c'est décrypter toute l'actualité, mais avec une manière ludique. Et surtout, c'est la bande dessinée. Après, il y a des reportages très sérieux. En fait, c'est vraiment très, très, très éclectique. Alors, c'est très sérieux parce que en couverture du numéro du moment, on a l'alcool, racole dès l'école, oui. Internet qui garde nos données. Donc, c'est du sérieux tout ça. Hein. C'est ce qui, on va dire, ce qui peut intéresser les jeunes. En fait, c'est leur vie, en fait, qui aussi, parce que c'est sûr que l'historique Internet, on y pense tous. À un moment, il y a des choses qui peuvent être plus ou moins compromettantes. Et quand on est gamin aujourd'hui, si dans 10 ans, il y a des choses qui traînent, ça peut être peut-être un frein. Et puis, sur l'alcool, on voit bien le binge drinking. Donc, en fait, ouais, c'est tout ce qui peut concerner. Et puis, après, les vins, même toutes les couches un peu de la population, parce que c'est vrai que l'historique Internet, ça nous touche tous. Exactement. Et alors, vous signez dans ce topo un phénomène. Vous parlez du phénomène de YouTube et de TikTok. C'est Doja Cat, 15 secondes sur TikTok et 200 millions de vues sur YouTube. Et vous avez décrypté ce phénomène. Oui, c'est vrai que c'est marrant parce que cette chanteuse avait déjà sa carrière. Et en fait, il a fallu que une influenceuse sur TikTok commence à faire une chorégraphie sur son morceau pour que ça devienne vraiment un phénomène sur TikTok. Et après, dans les vraies ventes, en fait. Et elle est devenue numéro 1 des ventes à l'été dernier. Et donc, c'est vrai maintenant, ça va très très vite. Et après aussi, avec le côté, l'ascension peut être rapide et aussi parfois, les gens sur Internet, sur les réseaux sociaux peuvent condamner sa carrière pour des broutilles. Et après, on voit, c'est vrai que c'est vraiment une année ultra incroyable pour cet artiste qui était quand même déjà un petit peu connu, mais là, qui a explosé. Alors, comment on raconte ce phénomène en images, en illustration? Donc, vous avez travaillé avec une illustratrice? Oui. Moi, en fait, je prépare un découpage avec surtout des références aussi. C'est vrai qu'on voit dans ce que Sarah Chaud a dessiné, il y a des bouts de clips, des bouts de cérémonie. En fait, moi, j'envoie en fait des bouts de vidéos YouTube, forcément, puisque elle a aussi dessiné une case, tel clip. Donc, j'essaye d'emmagasiner et les informations, on va dire, visuelles, et aussi le fond, bien sûr, pour qu'on ait des données sur le nombre de vues, sur comment vraiment ça s'est passé. Alors, vous êtes journaliste pour Topo, mais aussi auteur. Oui. Et donc, vous signez chez Casterman en janvier 11 407 vues. Alors, en janvier, donc on va pas se l'offrir pour Noël. Non, mais en fait, il y a un lien avec Topo, puisque c'est donc dessiné par Claire de Gastold, et c'est une fiction qu'on a faite dans Topo, et justement, le dernier épisode est dans ce numéro, le numéro qui est en vente actuellement. Qu'est-ce que ça nous raconte? C'est une histoire de lycée avec, par exemple, en fait, on a fait 2 saisons. Une, c'était sur des photos qui étaient volées dans les toilettes avec un site, donc tout ce que ça pouvait mettre en branle sur l'intimité, et là, la 2e saison, c'est des graffitis écologiques qui arrivent dans le lycée, donc c'est à peu près les mêmes personnages, mais qui grandissent, et il y a des interactions, aussi chacun, une veut être youtubeuse, l'autre veut être rappeur, enfin, chacun, on va dire, son rêve. Et donc, les événements, on va dire,
ils se filtrent par rapport à leur sensibilité. Bon, vous restez avec nous, Vincent. On va découvrir notre premier reportage. Vous savez, c'est le premier jour du salon. Alors, le salon, il se prépare un peu partout puisqu'il peut pas se tenir physiquement. Il vit chez les partenaires. Et les partenaires, c'est aussi l'éducation nationale. Et comment le salon se prépare dans un collège? On a été posé la question au principal du collège Les Mousseaux. C'est à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. J'ai toujours recherché à créer des liens, à faire en sorte que nos élèves puissent y aller, puissent toucher l'objet, puissent découvrir des auteurs, découvrir aussi des nouvelles thématiques, des nouvelles passions littéraires. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps. Et puis l'accueil a toujours été formidable. La manière dont est conçu le salon est vraiment pédagogique. Moi, je travaille dans des établissements qui accueillent des publics assez hétérogènes, mais aussi beaucoup d'élèves qui n'ont pas forcément un accès quotidien avec le livre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel selon moi pour leur apprentissage, pour le fait d'entrer dans la vie, de découvrir. Et c'est toujours avec beaucoup de bonheur qu'on les amène au salon. On a un projet en lien avec l'éloquence, donc ce qui permet, c'est un concours en lien avec l'éloquence qui permet aux élèves d'avoir un rapport au texte et puis de les dire, de jouer avec le texte, jouer avec les mots pour trouver une aisance. On a également un concours de lecture à voix haute, où là, c'est une vraie entrée dans la littérature, ce qui permet aux élèves de manier la langue, d'améliorer leur fluence, et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Notre documentaliste a mis en place un club manga, parce qu'on croit aussi qu'il est nécessaire que tous les domaines de la littérature soient approchés par les élèves. On a un petit peu renouvelé notre fonds au niveau du CDI, et on donne des livres, que ce soit aux élèves, mais également aux familles, aux professeurs, donc il y a un accès libre service à ces ouvrages. Et on a mis un dispositif Click and Collect qui permet aux élèves de venir récupérer, de commander en ligne l'ensemble des livres qui sont disponibles dans notre fonds au CDI, et ils les récupèrent pour éviter, pour limiter les contacts, et ça permet quand même de garder un vrai pied dans la littérature. Vous êtes sur la télé du salon sur Viagran Paris, le salon du livre de jeunesse, et c'est le premier jour. Et c'est le JT de ce salon. On revient sur l'actualité de ce rendez-vous incontournable du livre jeunesse. Un nouvel invité, c'est une invitée partenaire majeure de l'événement, c'est le Centre national du livre. Merci d'être avec nous, Régina Chando. Merci à vous. Nouvelle présidente. Et alors, premier salon du livre jeunesse ici à Montreuil. Salon particulier, il aurait pu ne pas se tenir. Il vit grâce au digital et à la télé. Et ça permet de faire vivre le monde de l'édition, faire se rencontrer les auteurs, les illustratrices. Et puis de loin, les lecteurs. Mais ils sont là et ils nous regardent. C'était important que ça se tienne dans tous les cas, ce salon. Oui, c'est très important. Ce salon, c'est un salon majeur pour la littérature jeunesse, mais au-delà de la littérature jeunesse, c'est au fond le lien, et d'ailleurs ce principal de collège en parle très bien, c'est le lien des enfants et du livre, dont on sait qu'il se distend, les jeunes ont plus tendance à regarder à être sur Internet, à regarder des vidéos courtes sur YouTube, ou à se livrer à la communication sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il n'est pas question de regretter quoi que ce soit. De toute façon, c'est une machine qui est en marche. En revanche, je pense qu'on est tous concernés, en particulier le salon du livre de Montreuil, Sylvie Vassallo, avec lequel on travaille depuis longtemps, en tous les cas le CNL, mais qui aussi nous aide beaucoup pour l'opération que le CNL a créée en 2015 et qui s'appelle Partir en livre, qui est aussi une manifestation qui a vocation à séduire les jeunes à l'échelle de tous les territoires en France, qui est une gros événement national. Je pense qu'au fond, on a tous cet objectif qui consiste à se dire comment garder les enfants, les ados, comment ne pas les perdre, comment leur faire découvrir le plaisir de la lecture dans un monde où le temps long que prend la lecture n'est pas à la mode.
et où on est plutôt dans un temps resserré et un temps plus événementiel. Voilà, et ce moment du salon est important. Exactement. En ce sens. Et alors comment le Centre national du livre soutient le livre jeunesse, et en particulier dans cette période? Le livre jeunesse, d'abord le secteur jeunesse représente plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en France, donc c'est un gros secteur. Il progresse plus vite que les autres secteurs que nous soutenons par ailleurs, hein, que ce soit les essais, les romans, fiction, non-fiction, en particulier pendant le confinement, où effectivement on s'est rendu compte que le livre finalement avait un lien assez indéfectible avec les Français. Donc ça, je pense que c'est une source de satisfaction de ce confinement qui malgré tout a affecté ce secteur comme tous les autres secteurs de l'économie et de la culture. Donc je pense que on soutient très naturellement à travers une commission. On y consacre plus de 2 millions d'euros, qui sont des soutiens à la fois aux illustrateurs, aux auteurs, aux traducteurs, aux maisons d'édition qui prennent des risques sur l'édition jeunesse et aux manifestations littéraires comme le salon, mais comme aussi les structures comme la Villa Gilet, les structures qui s'intéressent, les auteurs que l'on aide à travers des bourses de résidence dans des collèges, avec un partenariat avec l'éducation nationale. Voilà, donc c'est 2 millions d'euros sur un budget de 19 millions d'aides. Donc c'est une part non négligeable de l'action du CNL, à raison et à juste titre. Alors vous le savez, ce salon ne vivrait pas sans ses lecteurs, ses lectrices. Et on a voulu leur demander pourquoi ils lisent, s'ils lisent et s'ils lisent beaucoup. Et surtout s'ils n'auraient pas un petit conseil de lecture à nous donner. On va rencontrer de jeunes lecteurs. Ils sont dans un club de lecture. Le nom de ce club, c'est l'Écrit des ados. Et on va écouter tout de suite Louise. On lui a posé une question d'abord à Louise. Pourquoi faire partie d'un groupe de lecture ? Déjà, on peut lire beaucoup de livres qui sont nouveaux, où on n'a pas besoin de les acheter. Donc on peut découvrir beaucoup de choses. Ensuite, il y a beaucoup d'événements, donc par exemple avec le Salon du Livre ou avec le magazine Je Bouquine, par exemple. Donc c'est intéressant. Voilà. Et on peut discuter des préférences littéraires de chacun, etc. Donc voilà. J'aime beaucoup la fantaisie. Après, je peux à peu près lire de tout. J'aime pas trop les romans classiques, mais voilà, sinon je peux lire de tout. Pas énormément avec le lycée, etc., mais pas mal, oui, quand même. Plusieurs heures, je dirais. Déjà, on peut découvrir énormément de mondes différents, etc. Contrairement au film, on a plus la faculté de s'imaginer les choses, etc., en lisant. Et je pense qu'on peut plus facilement être absorbé par un livre, par l'écriture, etc., que par un film. Donc je trouve que c'est un moyen de voyager, de découvrir de nouveaux mondes facilement. Alors je dirais que mon livre préféré, c'est La quête des Willan, de Pierre Bottreau, je crois, que j'aime beaucoup. Après, un auteur préféré, en ce moment, j'ai lu beaucoup de romans de Manon Fargeton, donc que j'aime beaucoup, voilà. Je pense qu'en général, ce genre de personnes qui disent ça sont des personnes qui ont surtout lu des livres qu'on leur a demandé de lire à l'école et que c'est pas forcément les bons livres pour donner envie de lire à des gens. Donc je pense qu'il faut par exemple lire le genre de livre qu'on aime, le genre qu'on aime dans les films par exemple. Et si on lit ce genre de livre avec des écritures faciles à lire, etc., qui ne demandent pas trop de contraintes, on peut rentrer plus facilement et donc apprécier la lecture. Merci Louise, merci pour ces conseils. Et puis pour le coup de cœur, alors on va demander à nos invités s'ils ont un coup de cœur littéraire. Regina Tchando, votre micro. Pardon. Je suis comme cette jeune fille, j'ai découvert Manon Fargeton, que j'aime beaucoup, et notamment le dernier livre. Et c'est pas uniquement parce qu'il a été soutenu par le Centre national du livre que j'en parle, qui s'appelle À quoi rêvent les étoiles, qui est magnifique. Bon, et Vincent Brunner, un coup de cœur, un livre... Offrir aux enfants une bande dessinée un petit peu absurde.
une bande dessinée un peu absurde. Absurde, bah oui, parce qu'en fait, on a quand même un ours, un oiseau, un serpent qui hibernent ensemble. En fait, c'est Sophie Guérif qui fait pour les adultes une BD qui s'appelle Tulipe, et c'est les mêmes personnages mais pour les enfants. Et ouais, c'est du bonheur à lire. Je pense que pour les parents avec les enfants, ça peut très bien le faire. Bon, alors quand on aime lire, on peut lire partout, on peut lire pourquoi pas aussi dans un salon de thé. Alors pourquoi je parle d'un salon de thé? Parce qu'elle rêve de monter un salon de thé. Ce sont nos invités de 93 chrono. On fait un zoom sur la Seine-Saint-Denis. C'est Aminata et Fatoumia Miadjao. Merci d'être là. Vous êtes sœurs. Tout à fait. Tout de suite. Et donc, vous êtes lauréate du Go-In pour le projet La Mythique. C'est 28 talents de la Seine-Saint-Denis qui étaient en compétition pour ce Go-In qui vise à booster et à faire émerger des projets ou des idées qui se développeront sur le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc, on va découvrir votre projet La Mythique. Donc, on lève le voile, on lève le secret. C'est donc un salon de thé, mais un salon de thé pas comme les autres. Tout à fait. Donc il y a 2 piliers. Donc il y a la partie salon de thé, qui est un salon de thé qui se voudra dans une ambiance chaleureuse, afro-chic, avec des pâtisseries inspirées des saveurs de la France et des îles des Comores, car nous sommes d'origine comorienne, où vous pourrez assister à des expositions mensuelles et des petits concerts acoustiques de jeunes artistes justement du 93 pour l'émergence, pour donner une petite idée de se produire devant un petit public. Et donc un lieu aussi qui se veut surtout ouvert pour les femmes, car c'est ce qui manque un peu dans le 93, un lieu où les femmes peuvent se retrouver en toute sécurité et familiale. Et il y a une partie un peu plus pour les enfants, et je vais laisser ma sœur parler de cette partie-là. Comment c'est bien organisé? Donc le côté atypique de ce salon de thé, c'est qu'en fait, il va accueillir des ateliers artistiques pour les enfants de 5 à 15 ans pour l'instant, qui vont faire du théâtre, de la musique, de la comédie musicale et de la chorale. Mais la particularité de cette école, si je puis dire, c'est que toutes les activités, tous les ateliers seront confondus. C'est-à-dire que les gens qui font de la musique feront de la musique pour ceux qui font du théâtre, et ceux qui chanteront pour ceux qui font de la comédie musicale. Et en fait, j'ai envie vraiment d'un monde où tout est relié. On a été très séparés ces derniers temps. Le lien, ça a été très compliqué. Alors évidemment, Internet, comme vous disiez, heureusement que ça existe quand même pour ça. Mais moi, j'ai vraiment envie de remettre à l'honneur le lien humain. Alors, où est-ce qu'on pourra aller boire son petit thé avec une bonne pâtisserie et quand? Alors, nous espérons ouvrir à Pantin. Quand nous n'avons pas encore de date, car dans le projet, on est en la recherche justement du local. Mais ça sera à Pantin qu'on ouvrira ça. Après, c'est un peu compliqué avec ce qui se passe. En tout cas, bravo et félicitations. On a hâte d'aller sur place. Alors, vous le savez, le salon, il vit à la télé, mais il vit aussi avec ses partenaires, mais il vit aussi grâce à une belle exposition à découvrir, place Aimé Césaire à Montreuil, la tête dans les images, à découvrir donc sur place, mais à découvrir aussi maintenant. Je propose découvrir l'une des illustratrices. On va découvrir le travail de Britta Chentrup. Qu'attends-tu? Britta Tekentrop, Qu'attends-tu? Albin Michel Jeunesse. Une chaise et les possibilités qu'elle offre. Empilage ici, présence rassurante là. 2 silhouettes féminines pensives dans 2 lumières, l'une à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. La maîtrise de l'équilibre dans un exercice de gymnastique à l'intérieur d'une salle et les surprises d'une partie de Colin Maillard à l'extérieur. La griserie avant un plongeon dans une piscine et l'élan que provoque une danse en équilibre sur un fil tendu. Aussi sobre qu'évocatrice, pleine de vie et de promesses, les gravures de Britta Tekentrop ont une beauté tranquille due à leur agencement, mais aussi à un splendide travail sur la couleur et la matière. En même temps, elles ont un petit goût de mystère. Qu'est donc cet empilage de chaises? Que regarde la petite fille par la fenêtre ouverte? L'air de rien, chacune d'entre elles suscite en filigrane une question. On a, avec ces 8 images, un aperçu de l'épais album de questions philosophiques dont elles proviennent. Une centaine de questions, tout accompagnées d'une illustration, aucune réponse. Plutôt une centaine d'invitations à s'interroger. Mais sans obligation. À chacun de les voir, à chacun de les regarder, de s'émerveiller, à chacun de décider s'il s'en laisse imprégner. Britta Tekentrop nous met le pied à l'étrier.
Ces couleurs de fond souvent chaudes, parfois pâles, ces personnages extrêmement stylisés, de dos ou de profil la plupart du temps, ces décors volontiers réduits à quelques éléments, ces compositions harmonieuses sont autant de tapis rouges vers son art. Un art d'une extrême beauté plastique qui saisit des scènes de vie ou du quotidien pour en faire des œuvres à la profonde attraction. Contemplons-les, c'est le monde qu'on voit, les autres et aussi soi, comme une porte ouverte et une quête de l'intime qui se passe de mots. Et toi, t'as la tête où? Dans les nuages ou dans les images? Voilà, c'était un petit cours d'histoire sur les illustrations qui sont proposées pour cette exposition à découvrir à Montreuil. Merci beaucoup à Lucie Cauve de nous l'avoir proposé. On la retrouvera régulièrement dans nos JT. Merci beaucoup à vous tous et vous toutes d'être venus pour ce premier JT du Salon. Et puis je vous propose de retrouver tout de suite les programmes de la télé du Salon du Livre de Jeunesse à suivre, Émulsion.